Voilà, je vous remercie d'abord, chaleureusement pour cette invitation. Je dois dire que c'est un exercice, que j'ai déjà pratiqué à plusieurs, reprises, mais pas nécessairement dans, le contexte justement ici, d'une discussion avec, des acteurs, du monde, industriel et donc je suis, particulièrement intéressé justement par ce genre d'échange qui me fait un peu échapper, aussi, au cénacle habituel, auquel je suis, habituellement confronté. Alors, l'exposé donc d'aujourd'hui donc va traiter du regard que peut poser un historien sur des crises, les crises actuelles, mais aussi mises en rapport avec les crises du passé. Alors pour introduire, ceci, j'ai choisi d'abord de prendre une citation de manière un peu provocante d'un provocateur professionnel qu'est l'écrivain, très controversé qu'est Michel, Houellebecq, qui au début de la pandémie, enfin quelques mois après que celle-ci ait commencé à vraiment frapper en tout cas les sociétés occidentales, avait fait une tribune, radiophonique sur France Inter qui s'appelait de manière toujours très optimiste, hein, lorsqu'on connaît Houellebecq, «En un peu pire», dans laquelle, il écrivait ceci par rapport à la pandémie. Cette épidémie réussissait la prouesse d'être à la fois angoissante et ennuyeuse. Un virus banal, apparenté de manière peu prestigieuse à d'obscurs virus grippaux, aux conditions de survie mal connues, aux caractéristiques floues, tantôt bénins, tantôt mortels, même pas sexuellement transmissibles. En somme, un virus sans qualité. Cette épidémie avait beau faire quelques milliers de morts tous les jours dans le monde, elle n'en produisait pas moins la curieuse impression d'être un non-événement. Alors, si j'ai choisi cette citation, c'est parce que, évidemment, elle est écrite dans le tout début, finalement, de la pandémie, qu'on n'a pas encore du recul. Il est difficile de croire que l'on qualifierait maintenant, après avoir subi pendant 2 ans déjà les conséquences du Covid, cette épidémie, cette pandémie comme un non-événement. Au contraire, maintenant, on peut affirmer que, nos sociétés occidentales sont en quelque sorte brutalement, rattrapées par une série, d'événements, de tragédies, de mises à l'épreuve que l'on, croyait appartenir au passé, hein. Je pense, bien évidemment, par exemple, donc à l'épidémie de Covid-19, à la récente guerre en Ukraine et à ce que ces 2 événements tragiques ont pu ouvrir comme perspective la pénurie ou la mise à l'arrêt des circuits logistiques, notamment pour le Covid, mais aussi des risques de plus en plus lourds de pénurie alimentaire, hein, notamment des famines qui pourraient poindre certainement dès l'automne et l'hiver prochain et frapper, si pas l'Europe, en tout cas l'Afrique. C'est un des risques que l'on sait, qui fait partie d'ailleurs des calculs stratégiques des acteurs en place de la guerre en Ukraine. On a vu aussi, dans nos régions l'impact, et ailleurs bien sûr, l'impact de la crise climatique, les effets des intempéries avec les inondations. Bref, on peut dire que l'historien du Moyen Âge que je suis est peu ou prou confronté à la réapparition de plusieurs des anciens cavaliers de l'Apocalypse. Alors, ces phénomènes provoquent une forme de sidération chez les contemporains, hein, que nous sommes, nous qui croyons en quelque sorte parfois avoir atteint un état de dépassement de ces crises qu'on associait dans nos têtes, alors soit à des pays peu développés ou à des périodes antérieures de notre histoire. On a vu, par ailleurs, au-delà de cela d'ailleurs, des débats très lourds qui touchaient à l'organisation de, l'état de droit et tout cet effet de sidération a provoqué naturellement chez les acteurs politiques, mais aussi chez les observateurs, que ce soit les journalistes, les intellectuels par exemple et plus largement l'opinion publique qui a été désarçonnée, des interrogations sur ce que l'on peut tirer comme enseignement de l'histoire. On a donc opéré une série de comparaisons, notamment par exemple entre le Covid-19 et la mère en quelque sorte de toutes les pandémies, la fameuse peste noire.
Alors, la peste noire, le Covid, ont quelques éléments évidemment qui permettent, sans doute de tracer des liens de parenté entre l'une et l'autre. D'abord, ce sont peut-être des zoonoses, encore que pour le Covid-19, on sait que, par exemple, la piste d'une fuite hors d'un laboratoire n'est pas complètement, écartée des enquêtes, internationales. Et donc, on a, tour à tour, relié, bien la l'épidémie de Covid aux pangolins, aux chauves-souris, et la peste, on le sait, a été transportée largement par la circulation du rat noir, mais provient probablement plus largement et de manière plus originelle, d'abord de la circulation justement de Yersinia pestis chez des marmottes. On l'a encore prouvé par la publication récente d'articles en Asie centrale. Alors les comparaisons entre peste et Covid, autant le dire, sont toutefois extrêmement superficielles. Il y a bien sûr, des ressemblances entre ces zoonoses, mais d'un côté on a une bactérie et un virus de l'autre. Elles sont, certes venues d'Asie, elles ont certes connu une diffusion, mondiale. Il y a par ailleurs un haut niveau de contagion. La peste par ailleurs va se maintenir très longtemps et ne connaîtra pas pendant longtemps de traitement. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a aussi, des différences d'accent, très importantes et là ça renvoie peut-être, d'une certaine manière au texte, provocateur de Michel Houellebecq. D'abord le niveau de mortalité, il faut quand même rappeler que la peste noire a fait disparaître entre un tiers et la moitié de la population, d'Occident et a induit, très certainement un rapport même intellectuel, à la mortalité tout à fait, différent. Par ailleurs, il y a eu, d'autres terrible mortalité dans l'histoire, hein, notamment la variole, par exemple, le choléra, la grippe espagnole, asiatique, etc., de Hong Kong. Je pourrais faire un catalogue des horreurs. Alors, ici, je peux vous montrer donc une représentation très éloquente en termes donc très simples en termes de visualisation, qui montre le poids relatif des épidémies dans l'histoire en termes de nombre de morts. Bon, les chiffres sont toujours un peu controversés, particulièrement pour le Moyen Âge. Et voilà où se situerait avec les chiffres exactement d'aujourd'hui heu, peste, le Covid. Donc il y a quelques mois, on était encore ici et maintenant on est à 6 320 000 morts du Covid. Donc on se situe, ici juste avant une troisième vague de peste au 19e siècle et tout en grand, vous voyez les estimations très approximatives du nombre de morts qui auraient été, induits par la première vague, de la peste noire, sachant que ces chiffres sont évidemment très relatifs. Donc ici, voici une petite image, hein, donc qui de manière, évidemment très humoristique, montre, dès lors que le coronavirus pourrait en quelque sorte avoir été, ça c'est une image évidemment du début, de la pandémie, une espèce d'épidémie, entre guillemets pour rire si j'ose dire, c'est un peu choquant, par rapport aux grandes tueuses qu'ont été la peste noire ou la grippe espagnole. Évidemment, maintenant avec 6 millions de morts, on n'oserait plus, vraiment prendre de manière littérale ce genre de graphique, d'image. Alors, proposer des réflexions d'historiens sur les pandémies dans l'histoire, ça impose quand même une série de précautions. Les académiques comme moi n'aiment pas trop se livrer à ce genre d'exercice, sans filet ou sans rappeler quand même que d'abord les historiens se méfient face aux généralisations outrancières et aux comparaisons, forcées entre le passé et le présent. Chacune des crises évoquées et de nombreuses autres crises, notamment de subsistance, par exemple les famines dans l'histoire, sont des séquences, spécifiques qui ont leur propre logique, leur propre, narration, leur propre, mode de fonctionnement.
Et les historiens aiment à rappeler que les faits historiques sont individuels, originaux, et donc se méfient de l'histoire, de l'idée selon laquelle l'histoire repasserait en quelque sorte les plats. Donc les considérations qui vont suivre, il faut plutôt les prendre de cette manière-ci. Il faut considérer que l'histoire est un réservoir d'expériences, hein, sur lesquelles on peut se pencher de manière rétrospective en regardant vers hier, pour essayer peut-être de mieux réfléchir le présent. Et donc mon but ici n'est pas certainement de prétendre expliquer le présent à l'aune du passé, et a fortiori de prétendre même indiquer des directions ou en quelque sorte montrer vers quoi nous allons, hein. Mon métier implique difficilement déjà de lire le passé. Je ne prétends pas comprendre le présent dans sa complexité, et je ne prétends encore moins me faire diseuse de bonne aventure. Donc je vais ici très rapidement vous entretenir de 4 axes importants. D'une part, la question de l'interprétation de la crise, de son fonctionnement et de ses moteurs. Deuxièmement, de la valeur de la vie et de la mort dans le passé, hein, entre passé et présent. Troisièmement, rappeler combien les crises ont permettent en tout cas d'offrir un prisme de lecture intéressant pour comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre dans les sociétés du passé comme du présent. Elles agissent comme un révélateur des logiques sous-jacentes dans les sociétés. Et enfin, on reviendra très rapidement en conclusion sur ce fameux monde d'après, la capacité qu'ont les sociétés hier et aujourd'hui à tirer des leçons de ce qui leur arrive de dramatique. Premier axe, interpréter la crise. Lorsque survient un événement, hein, dans le passé, lorsque survient un événement tragique, catastrophique, ça peut être une famine, ça peut être une épidémie, ça peut être un accident climatique, et souvent l'un et l'autre sont d'ailleurs liés, les trois phénomènes sont liés, ou une guerre. Il y a évidemment une nécessité de donner une explication à la séquence dont on expérimente la violence. Et donc, le premier prisme évidemment d'interprétation jusque au début du 19e siècle certainement, ça a été le recours aux religieux. Pendant tout l'Ancien Régime, hein, certainement jusqu'au 19e et parfois même jusqu'au début du 20e, on considérait grosso modo que si les phénomènes se produisaient, c'est en grande partie parce qu'ils étaient le résultat d'un courroux divin, d'une forme de déséquilibre dans l'univers, dont la cause ultime a été finalement le courroux du ciel. Alors bien sûr, il y a eu une pensée scientifique qui a commencé à émerger à l'époque moderne, mais disons que dans de larges, en tout cas, sphères de la société, dans un large spectre de la société, cette croyance ultimement selon laquelle la crise survient en raison de la colère de Dieu, elle est finalement le modèle interprétatif principal. Alors, c'est un phénomène intéressant à constater dans nos sociétés occidentales, je dis bien évidemment, parce qu'il n'en a pas été de même nécessairement dans d'autres parties du monde. Eh bien, c'est l'évacuation quasi totale de cette lecture traditionnelle de la causalité des crises attribuable in fine à la colère du ciel. Alors, on l'a quand même vu hein, apparaître ici et là. Par exemple, en Occident, le pape François s'est exprimé et a fait, comme un de ses prédécesseurs du VIe siècle après Jésus-Christ, un pèlerinage dans Rome pour chasser non pas la peste comme au VIe siècle, mais le Covid. Au Brésil, Bolsonaro a voulu lancer une chaîne collective de prières et de jeûnes de cheville avec les églises pentecôtistes et baptistes. Mais force est de reconnaître qu'on a vu plutôt émerger, et c'est intéressant, une autre figure qui servait finalement d'interprète
de la situation actuelle, c'est évidemment la figure de l'expert et du scientifique qui, à dire vrai, ont servi au début de bouée de sauvetage au monde notamment politique, qui a été complètement désemparé en février-mars 2020, lorsque la crise est survenue. Et donc c'est très intéressant, c'est de voir évidemment cette apparition, cette omniprésence même de l'expert qui a été présent sur nos écrans de télévision, dans les cénacles politiques, dans la presse, et qui a provoqué d'ailleurs un phénomène de saturation, voire de rejet, hein, puisqu'il y a eu comme ça des tas de personnages qui se sont vus parfois autoproclamés comme spécialistes de la crise que nous connaissions et qui ont servi de figure de référence unique, à la limite, au monde politique, avec des tensions qui ont commencé évidemment à émerger lorsqu'il s'est agi de repartager les territoires d'intervention respectifs. Alors, je prends quand même un petit exemple amusant de la persistance de certains réflexes qu'un historien du Moyen Âge trouverait tout à fait normal pour la société, par exemple, du XIVe ou du XVe siècle, mais qui surprennent évidemment plus. En avril 2020, par exemple, eh bien, l'évêque de Limoges a ressorti le crâne de Saint Martial pour organiser une forme de procession dans la ville pour protéger ainsi celle-ci contre le coronavirus. Ça, c'est l'exemple type, hein, d'une forme archétypale, un peu ancestrale de réaction contre les crises, les épidémies, mais qui est vraiment en profond décalage par rapport à ce qu'on a pu observer de manière majoritaire dans notre société occidentale. Deuxième axe, c'est le rapport à la vie et à la mort. Alors, c'est quelque chose qui frappe évidemment l'historien des crises de mortalité dans la longue durée. C'est que on a vu au début qu'on a un petit peu hésité dans nos sociétés contemporaines face à ces crises ces crises sanitaires, face à l'attitude opportune à tenir. Après bien des expérimentations et des réflexions, notamment souvenez-vous du débat, hein, sur l'immunité collective, par exemple, eh bien, on a finalement affirmé, grosso modo, et de manière très large, à quelques exceptions près en Occident, notamment dans le nord de l'Europe, que c'était finalement la vie qui était la valeur suprême et qui a impliqué, à tort ou à raison, hein, c'est une question finalement d'échelle éthique et morale que l'on peut poser, qui primait sur l'activité économique, sur l'activité sociale, sur la scolarisation, par exemple, des enfants. Le choix du confinement a marqué de manière parfaitement radicale et à une échelle jamais observée encore dans l'histoire de l'humanité, le primat absolu de la volonté de sauvegarder la vie humaine en la faisant primer sur d'autres impératifs. Alors, on sait par ailleurs que la mise à l'arrêt d'à peu près tous les secteurs a eu des conséquences économiques, psychologiques extrêmement lourdes en termes sociétaux qui simplement se sont manifestées beaucoup plus tard. Il ne s'agit pas de débattre de ça. Deuxième remarque, c'est que cette mise à l'arrêt et les choix qui ont été opérés a quand même permis aussi de détecter ou de faire ressortir des dynamiques qui étaient de toute façon très présentes dans notre société, et elles permettent par exemple de montrer, de faire apparaître qu'il existe des zones d'exclusion qui en ressortent encore plus fort. Par exemple, dans les maisons de repos, on a vu des personnes qui étaient ainsi, en quelque sorte, placées à la marge de la société et qui ont très largement payé leur tribut aux épidémies de coronavirus. Et on a vu aussi que certains publics étaient nettement moins au cœur de la sollicitude politique, les camps de migrants méditerranéens, les sans-abri, encore qu'il y ait eu dans certains pays, notamment d'ailleurs en Fédération Wallonie-Bruxelles, des tentatives de se préoccuper de ces personnes qui sont complètement précarisées et donc qui évoluent à la marge. Je vais revenir là-dessus. Alors, ce qui est intéressant dans ce rapport à la vie et à la mort aussi, c'est que le confinement, par exemple, a montré que la mort était à la fois
omniprésente par l'énumération notamment des statistiques quotidiennes, hein, avec lesquelles on débutait quasiment de manière rituelle tous les journaux radiophoniques et télévisés, et en même temps elle était dissimulée, avec aussi l'interruption d'un des rituels les plus fondamentaux dans toutes les sociétés humaines, pas seulement occidentales. Ce sont les rituels funéraires et les rituels de deuil, avec d'ailleurs des pratiques un peu étonnantes, la possibilité de participer à des funérailles à distance, des téléfunérailles en quelque sorte, comme l'ont proposé quelques entreprises de pompes funèbres, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas enterrer un défunt ou assister à une crémation à plus de X. Alors, tout cela est très différent de nos sociétés, je dirais, certainement pré-20e siècle, en tout cas, dans lesquelles tous les textes anciens et témoignages montrent que la mort est omniprésente dans ces situations de crise. Les décès, les cadavres s'empilent littéralement à proximité des acteurs encore vivants, et où on a par ailleurs un rapport très très différent à la fatalité, puisque la mort est omniprésente dans ces crises. Les cloches des églises sonnent continuellement, rythment la vie alors des vivants, ce qui n'empêche pas quelques tentatives de prophylaxie. Alors, on vient déjà de le voir en évoquant le destin des groupes qui peuvent être là aussi exposés à la précarité. La crise est un révélateur finalement extrêmement radical des dynamiques qui sont déjà à l'œuvre dans une société. Donc la crise ne provoque pas évidemment l'arrivée de la pauvreté, ou n'induit pas un phénomène d'exclusion neuf. Elle peut éventuellement amplifier ces phénomènes, les aggraver lourdement en condamnant à la pauvreté de nouveaux acteurs qui étaient un peu sur le fil. Mais les crises frappent de manière disproportionnée, c'est très clair, les plus faibles. Bon, bien sûr, la maladie peut aussi toucher les riches, mais on voit par exemple dans les textes du passé des parallèles parfois saisissants entre ce qu'on a pu observer entre le Paris des riches, par exemple, du début du XXIe siècle, et la Florence du XIVe siècle, qui est touchée par la peste. Hein, vous connaissez peut-être le fameux texte de Boccace qui raconte dans le Décaméron comment de riches Florentins vont s'exiler pour échapper à l'épidémie de peste dans la ville et vont alors se déporter vers une villa, hein, rustique, dans laquelle ils vont tromper leur ennui en se racontant des histoires. Ben, c'est un peu difficile de ne pas voir le parallèle avec ces Parisiens qui vont gagner, en défiant parfois d'ailleurs les interdictions de circuler, leur résidence secondaire, par exemple, dans le Pays basque, et qui vont tromper leur ennui en écrivant un journal de confinement, par exemple. De la même manière, on a beaucoup discuté de ces fameux métiers de première ligne, chez nous, les infirmières, les éboueurs, par exemple, qui vont jouer un rôle particulièrement important et même fondamental dans dans la perpétuation finalement du fonctionnement de la société. Eh bien, on a des parallèles tout à fait saisissants. Par exemple, lorsque la ville de Marseille sera au début du XVIIIe siècle touchée par la peste, qui est-ce qu'on va envoyer en première ligne pour ramasser les cadavres? Eh bien, ce sont les condamnés aux galères qui vont ainsi payer un lourd tribut évidemment à la maladie en étant obligés d'aller ramasser les dépouilles de manière contrainte. Donc il y a toujours évidemment des gens qui payent le prix fort et qui sont obligés de rester en première ligne tout simplement pour que la société puisse fonctionner. On a des mêmes histoires aussi au XIVe siècle avec ces fameux ramasseurs de cadavres au XIVe siècle dans la Florence justement de Boccace qui sont obligés d'essayer de survivre parce qu'ils sont pauvres et qui donc vont faire le sale travail. Alors la crise naturellement ne fait pas que révéler ces inégalités ou ces difficultés, elle va aussi les amplifier.
Néanmoins, il faut tenir compte, pour comprendre vraiment comment cette société de crise va fonctionner, de ce qui préexistait. On a parfois une tendance, lorsqu'on analyse la crise, à essayer de lui attribuer en quelque sorte un rôle presque exogène. Elle vient d'en dehors de la société, hein. On va dire que la crise est d'origine naturelle, parce que c'est une maladie, hein, une bactérie, un virus, parce que c'est le résultat d'un désordre climatique qui va, par exemple, perturber des récoltes ou provoquer des inondations. Mais il faut tenir compte, en fait, pour bien la comprendre, de l'organisation antérieure de la société. Comment cette société fonctionnait-elle avant que la crise ne survienne? Parce que parfois, on constate que des mêmes phénomènes, hein, des intempéries, la maladie, par exemple, produisent des effets plus ou moins lourds, selon l'état de la société qui va accueillir ces phénomènes. Une société qui avait déjà, par exemple, pris certaines précautions, imposé certaines procédures, qui avait des filets de sécurité économiques, sociétaux, sociaux, qui avait peut-être imaginé des routines ou des procédures, va certainement résister mieux lorsque les phénomènes qui lui sont extérieurs, exogènes, surviennent. Donc la crise, finalement, ne provoque pas nécessairement complètement les catastrophes. En fait, elle est une mise à l'épreuve d'un système, elle révèle les résistances, la capacité de résister, ou au contraire, les failles préexistantes des sociétés dans lesquelles elle survient. Et ça, c'est un phénomène important parce que certains hommes et femmes politiques ont tenté de se disculper de leurs responsabilités, parfois en disant, finalement, le virus, c'est pas nous qui l'avons amené. Oui, mais évidemment, par contre, il y a toute l'impréparation potentielle, si tant est évidemment que l'on veuille vraiment se lancer dans le jeu de l'accablement face à ce qui, il faut bien reconnaître, était un phénomène qu'on n'avait pas vu venir. Alors, la crise donc est un processus complexe dès lors. Et le philosophe Edgar Morin avait déjà bien pointé ce phénomène. Lorsque l'on parle de crise, on a tendance à essayer de distinguer des phénomènes qui ont un début et une fin de manière assez nette, hein. On peut, par exemple, plus ou moins situer le début de l'épidémie de coronavirus dans nos régions, peut-être vers février 2020. Bon, on sait probablement qu'il y avait en fait des patients zéro beaucoup plus tôt, et on espère bien sûr que l'on pourra bientôt y mettre un terme comme dans les livres d'histoire. Mais au-delà des facteurs déclencheurs, hein, un virus, une météo difficile, une guerre, eh bien, il y a aussi des conséquences à moyen et à long terme qui rendent finalement les séquences historiques difficiles à terminer, à isoler. On vous dira parfois quand commence la Révolution française, en 1789, ou lorsque surviennent déjà bien auparavant des crises alimentaires qui vont fragiliser l'ordre économique d'Ancien Régime, par exemple. Et on pourrait multiplier les causes proches ou lointaines de la Révolution. Et quand s'arrête-t-elle? Et donc, cela pose évidemment la question des facteurs déclencheurs. Et donc, la crise est un processus beaucoup plus complexe, finalement, qui nécessite de dépasser les analyses superficielles et de porter son regard beaucoup plus loin et d'essayer aussi de questionner l'attitude des gouvernements, des sociétés aux différents niveaux pour voir comment on va mitiger ou au contraire adopter des politiques qui vont aggraver la crise telle qu'elle va se dérouler. Par exemple, on sait que l'attitude du gouvernement anglais lors des grandes famines irlandaises, hein, de la pomme de terre entre 1845 et 52, ont contribué à aggraver et même à amplifier largement les événements qui sont dus au départ, en premier, bien sûr, à la diffusion du mildiou. Quatrième et dernier point fondamental, c'est le fameux monde d'après. C'est le fameux monde d'après. On a entendu de manière incantatoire, dans les journaux, dans des tribunes, chez certains de mes collègues d'ailleurs, annoncer qu'après le coronavirus, le monde ne serait pas le même. Alors,
pas le même. On peut parfaitement sans doute être d'accord dans le sens où on peut parler de conséquences. Une crise comme celle qu'on a vécue a immanquablement des conséquences. Mais il faut, et je vais revenir là-dessus vraiment, distinguer fondamentalement les conséquences d'un phénomène et la capacité à tirer des leçons de celui-ci. L'une des difficultés, donc, de tirer des leçons véritables et donc d'analyser le phénomène, c'est de le rendre intelligible. Et précisément, dès lors, d'intégrer à l'analyse la complexité de la notion de crise que je viens d'évoquer et de montrer que la temporalité d'une crise et l'analyse profonde d'une crise impliquent en fait une réflexion profonde sur l'organisation sociale générale et sur les causes lointaines et immédiates de celle-ci. Analyser une crise et comprendre les mécanismes de celle-ci, c'est difficile. On a déjà vu d'abord que lorsque le Covid nous a frappés, il a fallu pas mal de temps pour comprendre comment la maladie fonctionnait et pour lui apporter, et on l'a fait d'une manière relativement rapide avec le vaccin, des solutions pertinentes. Mais il y a une méta-analyse qui est certainement nécessaire à beaucoup d'autres niveaux, hein, sur l'organisation de nos systèmes de santé, sur nos capacités à organiser des plans d'urgence, par exemple, notre capacité aussi à réagir, par exemple au niveau scolaire, etc., qui implique en fait une espèce d'introspection de manière large, dont on peut se demander si elle va vraiment être réalisée. C'est encore plus vrai dans le passé, évidemment, parce qu'il faut comprendre comment les crises fonctionnaient. Alors, lorsque la pensée médicale était, entre guillemets, déconnectée de la pensée scientifique actuelle, évidemment, on ne comprenait pas les mécanismes de contagion. Mais même les mécanismes d'apparition de la famine, eh bien, n'ont été véritablement compris que dans les années 70 et 80 du siècle passé, avec les travaux du prix Nobel Amartya Sen. Donc, qu'est-ce que les sociétés, par exemple, du Moyen Âge ou de l'époque moderne, pouvaient vraiment comprendre des mécanismes qui favorisent l'apparition des famines? Alors, souvent, dans l'histoire, on observe que les sociétés aussi n'impose que des mécanismes correctifs à la marge. Lorsque la crise est survenue et que ses effets tendent à s'amoindrir, eh bien, la capacité d'apprentissage sur le long cours, elle est relativement limitée. On a rarement des changements politiques systémiques qui apparaissent et une volonté de corriger à tous les étages ce qui ne va pas. En effet, pour changer, il faut mobiliser plusieurs niveaux. Il faut essayer de comprendre le phénomène et en être capable. Il faut ensuite vouloir agir sur les niveaux qui posent problème et par ailleurs avoir la capacité d'imposer d'éventuels arbitrages. Des arbitrages qui peuvent être politiquement ou économiquement délicats parce qu'ils impliquent de bouleverser des habitudes. Et puis, il y a aussi, et c'est un des phénomènes qui manquait certainement le plus jusqu'au 19e, 20e siècle, mais sommes-nous tellement différents d'ailleurs, il faut encore aussi une capacité à construire une mémoire des procédures d'action. Quand je veux parler de mémoire, c'est se souvenir finalement de ce qu'on a fait, de ce qu'on a essayé, et de voir et de garder une mémoire des solutions. Oublier ce qui a été problématique et au contraire essayer de préserver à destination des générations futures une série de recettes ou de leçons qui permettraient de réagir plus efficacement lorsque des difficultés similaires, vous diriez sans doute dans votre langage d'entreprise des challenges, se manifestent et impliquent dès lors de réagir aux difficultés, aux défis qui se posent. Alors, une des difficultés aussi, alors on a vu que beaucoup de collègues donc annonçaient que le monde d'après allait changer. Alors, une des difficultés de tirer le bilan tient aussi à l'opportunisme des acteurs qui se veulent ou s'autoproclament experts de la crise. Et donc là, je suis vraiment dans mes conclusions. Un phénomène qui m'a personnellement irrité comme historien, c'est de voir la multitude de pseudo-spécialistes de tout qui ont profité de l'exposition de la crise du Covid pour essayer d'attirer en quelque sorte l'agenda politique et économique du moment dans leur direction.
Donc on a tout entendu, on a tout entendu. On a entendu, bon, par exemple, à la limite, pour prendre un exemple particulièrement caricatural, des défenseurs du lobby de la voiture faire l'éloge de la mobilité individuelle pour se protéger parce que les transports en commun étaient dangereux en termes sanitaires. On a vu aussi, alors à l'inverse, hein, je prends deux exemples caricaturaux, des gens qui défendent un agenda écologiste et qui disent que, ou le véganisme par exemple, qui disent que c'est forcément la surexploitation et la mise en danger du monde animal qui explique la pandémie. Alors c'est peut-être partiellement vrai parce que avec l'expansion des humains et la diminution des niches écologiques propres au monde entre guillemets sauvage, les contacts entre hommes et animaux sont de plus en plus intenses et ça implique évidemment la diffusion de certaines maladies. Mais on voyait bien qu'il y avait un agenda politique et on a vu en fait énormément finalement de discours de ce type-là qui s'annexaient en quelque sorte le coronavirus et qui rendaient difficile l'émergence d'une réflexion strictement scientifique et qui prenait un petit peu de hauteur par rapport au phénomène et qui permettait alors la création d'un véritable cahier des charges de recommandations. Bon, on sait aussi par ailleurs que le monde politique n'aime pas nécessairement se remettre en question, a des difficultés à le faire. Parfois, on le voit par exemple avec l'accouchement très difficile de la commission inondation en Wallonie il y a quelques mois seulement d'ici. Alors, dans la difficulté aussi à tirer des leçons et à proposer finalement une exégèse des solutions qui marchent, il ne faut pas le sous-estimer, des facteurs psychologiques. Il y a bien sûr la volonté du monde, la volonté de retrouver le monde d'avant, la volonté de retrouver un train de vie, une mobilité. Alors, je crois que la ruée dans les aéroports, par exemple, montre bien que ceux qui annonçaient nécessairement l'écroulement du modèle capitaliste globalisé, eh bien, se sont complètement trompés et que le modèle Ryanair a retrouvé son public d'avant la pandémie, par exemple. Il y a en fait une véritable mémoire à court terme dans les sociétés du passé comme du présent, et donc une certaine difficulté de dégager une mémoire institutionnelle. Et puis bien sûr, il y a le conservatisme tout simplement, avec des acteurs en termes économiques, politiques, par exemple, qui n'ont pas spécialement envie de voir remis en cause l'ordre antérieur et qui ne veulent pas que des politiques, à la limite, entre guillemets, subversives, euh, finalement, mettent en danger l'ordre, entre guillemets, établi. Enfin, un des phénomènes qui a aussi accompagné toute cette réflexion sur les crises contemporaines, ça a été bien sûr la volonté d'externaliser les responsabilités des crises et de ne pas se livrer une analyse interne, mais plutôt évidemment de dégager des responsabilités extérieures en pointant par exemple des boucs émissaires, les juifs au XIVe, XVe siècle, les sorcières à l'époque moderne. On a vu des mouvements similaires qui attaquaient les Asiatiques parce que la crise venait de Chine dans le cadre de la pandémie de 2020. Et ces questions de polarisation sociétale ont aussi traversé la question de la vaccination. En résumé, sans doute, les crises ont des conséquences, ça personne ne peut en douter, qui sont parfois lourdes en termes économiques, sociétales, mais il ne faut pas confondre conséquences et leçons tirées des crises. Une crise peut amener en vérité des réactions, parfois, notamment rapides, par exemple l'élaboration du vaccin ou des mesures immédiates prophylactiques. Elle peut avoir aussi des conséquences en termes socio-économiques, parfois lourds, dans le sens où elle induit finalement une forme de basculement sociétal radical, mais ça ne signifie pas, par ailleurs, qu'elle induit une véritable introspection individuelle et collective des sociétés qui vont se mettre en perspective, essayer d'avoir la volonté d'amender de manière profonde leur processus, leur mode de fonctionnement et en tirer des leçons économiques, politiques, sociétales à moyen ou à long terme.
Il n'y a donc pas nécessairement, en quelque sorte, de psychanalyse collective, si j'ose dire, qui va se produire après une crise. Voilà quelques considérations forcément rapides et forcément un petit peu caricaturales, mais en une demi-heure, en 25 minutes, 30 minutes de parole, on ne peut pas faire plus. J'espère en tout cas que la réflexion historique nuancée pourra être une piqûre de rappel par rapport aux attitudes des sociétés précédentes par rapport aux crises et peut-être un aliment qui nous permettra de nous emparer du présent et de l'avenir. Voilà, je vous remercie. Je quitte cette présentation et je reviens donc à l'écran Teams. Alors, on a déjà une question de Philippe Poitcan dans le chat. Bon, bah, c'est une question, attendez, c'est une question assez large, donc je vais, oui, enfin, tout le monde a accès au chat, je pense, hein, donc vous soulignez les difficultés à rebondir. Alors, voilà, ce que vous soulignez ici, bien, donc c'est justement cette distinction que je viens d'opérer vraiment en ultime conclusion entre changement d'une part et leçons. Alors, il y a quand même eu des leçons qui ont été tirées, hein, même des crises antérieures au siècle passé. On a par exemple essayé notamment d'établir des organismes de coordination qui ont plus ou moins fonctionné, comme l'OMS par exemple, sur le long terme, parce que précisément on avait senti déjà dans le passé la nécessité d'une coordination internationale en matière de réponse aux crises et aux pandémies qui étaient mondiales. Et on avait compris qu'une approche fragmentaire des politiques de santé avait ses limites. Donc là, on dépasse probablement le constat un peu sévère que je posais d'une simple capacité à apporter des changements. Il y avait quand même peut-être déjà un début de leçons qui étaient tirées. Alors, que peut-on tirer de cette crise et qui doit jouer ce rôle du moteur de changement? Bon, c'est une question extrêmement large. Alors là, je sors clairement de mon rôle d'historien pour rejoindre finalement celui d'observateur critique, comme toutes et tous ici. Bon, il y a eu des phénomènes quand même qui ont posé un certain nombre de questions. On s'est rendu compte, par exemple, que on avait très certainement très peu anticipé les questions logistiques. Et ça, c'est un phénomène que l'on retrouve aussi, et c'est pas seulement la question de la crise sanitaire, mais c'est aussi un phénomène qui tient à la crise en Ukraine, qui nous le rappelle aussi. Les capacités de production et de mise en circulation, par exemple, de certains éléments stratégiques. On peut penser aux produits de première nécessité, les masques par exemple, des produits, bon, les vaccins plus tard. La crise en Ukraine nous rappelle aussi notre dépendance par ailleurs par rapport à d'autres espaces en matière de production alimentaire. Tout ça nous montre quand même la fragilité d'un modèle internationalisé qui fonctionne lorsqu'il n'y a pas d'aspérité, mais qui fait qu'une fois que les mécanismes se grippent, eh bien, la libre circulation, entre guillemets, à l'échelle internationale, par exemple de ressources de première nécessité, ça s'interrompt et ramène alors la question du chacun pour soi. Et donc, c'est un vrai enjeu. Est-ce qu'une politique qui postule le multilatéralisme, par exemple, et le fonctionnement par une forme de diplomatie ou d'échange économique pacifique, peut encore être l'unique manière de concevoir l'accès à des ressources stratégiques lorsque l'on voit que nos accès à l'énergie, aux produits alimentaires de base ou à des produits essentiels lors d'une crise pandémique, eh bien, se retrouvent complètement à l'arrêt. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et donc on a vu, cela dit, quand même émerger, je trouve, un embryon, et même plus qu'un embryon, mais peut-être plus encore avec la crise en Ukraine,
de réflexion à l'échelon européen. Donc ça, je pense quand même que à l'échelle européenne, il y a un début de prise de conscience de la nécessité, par exemple, de mener une politique énergétique intégrée. La crise climatique semble amener aussi. Alors, est-ce qu'on peut parler de crise d'ailleurs de manière soudaine, alors que c'est un phénomène en fait qui est en train de s'installer depuis plusieurs décennies et qui va produire ses effets de manière cumulée sur le long temps, le choc climatique, oui. Eh bien, est-ce que cette crise climatique va peut-être aussi induire une réaction intégrée de l'Europe par rapport peut-être à la nécessité d'internaliser dans le coût des échanges le poids du carbone, par exemple. Donc ça, c'est un autre enjeu fondamental. Donc il y a certainement une question, une réponse qui doit être prise à l'échelle internationale. Cela dit, je ne suis pas non plus complètement naïf. Euh, il y a des écueils extrêmement importants. L'Union européenne peut peser à l'échelon international, mais on a bien vu qu'il y aura des résistances internes au sein de l'Europe, avec certains blocs, par exemple, qui ont des intérêts particuliers, et puis qu'il y a des puissances qui ne veulent pas du tout jouer le jeu écologique ou le jeu du multilatéralisme. Donc là, je suis pas devin, mais je crois en tout cas qu'il est nécessaire d'avoir une réponse à plusieurs niveaux. Mais la difficulté va être évidemment que dans certains secteurs, il faudrait presque une réponse absolument coordonnée au niveau mondial. Et par exemple, pour les questions climatiques, moi je suis relativement pessimiste. On voit bien par exemple aussi que pour d'autres domaines, le domaine fiscal par exemple, bah, il suffit de quelques passoires pour que l'harmonisation des normes, des attitudes par exemple, ne soit pas véritablement adoptée. Et donc même au niveau de l'Europe, déjà, il y a des tensions. Alors imaginez par exemple une politique mondiale ou une fiscalité mondiale, ça semble assez difficile. Donc tous ces facteurs sont évidemment liés. Les défis sont immenses. Au niveau quand même, en tout cas, de la crise climatique, de la crise sanitaire en tout cas, on a quand même toute une série de leviers d'action possibles. Au niveau européen, il y a la coordination des politiques de santé, l'élaboration quand même de meilleures pratiques dans le cadre de l'arrivée de nouvelles crises, par exemple une espèce de vadémécum avec des solutions, des attitudes à prendre en matière de gestion des stocks critiques, en matière de communication avec le grand public, en matière peut-être aussi de virtualisation de certains services. Alors, à d'autres échelons encore, il y a peut-être aussi des enseignements à prendre au niveau à un échelon plus modeste. Par exemple, j'étais un petit peu sidéré, mais là je m'exprime à la fois comme enseignant et comme parent, de la nullité, de la réponse et de l'exégèse qui a été apportée par rapport à la crise au niveau de l'enseignement. J'ai l'impression, par exemple, que l'enseignement flamand a un petit peu mieux réagi qu'en communauté française. Et je pense que là, par exemple, il serait intéressant que, à une échelle plus réduite, des pouvoirs comme les pouvoirs de la communauté française élaborent une espèce de charte et de plan d'urgence qui leur permettrait de réagir plus rapidement en cas de crise. Et puis enfin, il y a le niveau plus local, évidemment, au niveau provincial, au niveau communal, par exemple, où là aussi, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait une espèce d'assessment des difficultés qui ont été éprouvées. Là, je ne parle pas seulement de la crise sanitaire, je parle aussi des inondations. On va voir ce que la région wallonne fera de ces commissions parlementaires dont je doute qu'elles aboutissent nécessairement à autre chose qu'un carnet de recommandations. Et puis alors après, il y a la dernière étape du niveau européen jusqu'au niveau local, c'est évidemment s'assurer que les rapports et les leçons qui sont tirées soient traduites par de véritables mobilisations de budget et par des modifications de structure. Donc il y a en fait une temporalité à plusieurs niveaux, tirer les leçons, aussi bien au niveau macro, au niveau médian qu'au niveau local. Deuxièmement, inscrire les conclusions de tout cela dans des budgets et dans des documents qui sont véritablement opérationnalisés en procédure, qui sont régulièrement réactivés dans la tête des acteurs.
Alors, une autre question, donc que pensez-vous des phénomènes négationnistes, complotistes qu'on a vus pendant la crise sanitaire? Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable dans les crises passées? Heu, oui, oui, il y a des phénomènes tout à fait comparables. La crise, comme elle ébranle évidemment les certitudes, elle provoque évidemment des difficultés importantes, d'interprétation. La première difficulté, c'est de rationaliser. Je me souviens, moi, personnellement, de réunions à l'université libre de Bruxelles avec des personnalités importantes de l'université, où personne ne savait très bien en début de crise comment et quoi faire. Mais là, on est dans un milieu rationnel, évidemment, où dès lors, on va mobiliser la figure de l'expert. Mais rapidement et dans les sociétés passées, le déficit de compréhension du phénomène que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui faisait qu'évidemment on a une attribution ultime à la religion, amène par excellence l'émergence d'un phénomène classique, qui est le phénomène de la rumeur. Alors la rumeur, il ne faut pas attendre les réseaux sociaux pour la voir exister. La rumeur, ça existe à l'échelon du village. La rumeur, ça existe à l'échelon d'un pays, d'une contrée. Et alors, évidemment, on attribue, on crée évidemment des attributions externes. J'ai un peu évoqué, par exemple, le phénomène de l'antisémitisme médiéval, que l'on voit très clairement coïncider dans sa chronologie avec les grandes crises alimentaires et sanitaires du XIVe siècle. En clair, on attribue toutes les misères aux Juifs. On avait des mêmes phénomènes, par exemple, aussi où on stigmatisait d'autres populations sur base de ce qu'on appellerait maintenant des fake news. On disait qu'il y avait des complots, par exemple, des complots ourdis par des lépreux qui allaient empoisonner les puits. On a vu des phénomènes similaires avec les procès en sorcellerie de l'époque moderne. Pendant l'époque moderne, au XVIe, XVIIe siècle, qui ont vraiment marqué l'acmé en quelque sorte, hein, l'apothéose du phénomène, eh bien, on a eu aussi des tas de phénomènes dans lesquels la rumeur, des attributions externes imaginaient l'action individuelle ou collective de complots de sorcières. Donc des dynamiques comme ça, complotistes, qui peuvent éventuellement se retourner contre les gouvernements, ça se produit à peu près à toutes les époques et c'est même un phénomène qui est classiquement naturel. Quand la réalité est difficile à accepter, il est évidemment toujours tentant d'attribuer une cause externe et éventuellement alors de proposer aussi une forme spécifique de ce système d'attribution en éventuellement en affirmant que c'est par exemple le gouvernement ou des autorités politiques qui essayent, par exemple, d'accroître leur contrôle sur les individus pour profiter de la crise, pour essayer de mieux les contrôler. Alors évidemment, il y a eu des facteurs qui ont aggravé le phénomène parce que pas besoin d'être complotiste pour se poser la question de la légitimité, au sens vraiment juridique du terme, de certaines attitudes, hein, des collègues et amis. Par exemple, le professeur Nicolas Thirion de l'Université de Liège a écrit un petit livre qui s'appelle euh, attendez, c'était la pandémie ou la gestion de crise, enfin je ne sais plus le titre précis exactement, par les nuls, mais dans lequel il revenait sur la gestion très très problématique en termes évidemment strictement légalistes, donc des procédures finalement de gestion de la crise par le gouvernement belge notamment. On a pu observer ce genre de phénomène un peu partout. Mais alors évidemment, les empiétements sur les principes constitutionnels et légaux qui ont été régulièrement observés par les spécialistes du droit pendant les 2 années qu'on a vécues alimentent aussi les dynamiques complotistes, a fortiori dans les sociétés du passé. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, je suis entièrement d'accord avec la leçon qui est proposée. Attendez, je réponds donc d'abord à la remarque de Monsieur Delancer. Je suis entièrement d'accord, hein. Ce que vous soulignez d'ailleurs, c'est la question finalement de la notion de crise. Comme je vous le disais, le problème de l'idée de crise, c'est que précisément dans l'imaginaire, c'est un concept qui semble soudain.
Alors que le problème, c'est que, en fait, c'est un concept qui est, intellectuellement relativement pauvre, hein. Dans son article, par exemple, sur ce qu'il appelle la criséologie, le philosophe Edgar Morin montre bien la pauvreté relative, du concept de crise. Parce que, la notion de crise, en effet, implique l'idée que c'est un choc soudain. Alors, est-ce qu'on parle de crise climatique? Ça n'a plus effectivement de sens, je suis d'accord avec vous. L'idée de requalifier finalement, maintenant, tous les problèmes de réchauffement, qui sont maintenant, endémiques et appelés à s'installer, font qu'on ne peut plus parler de crise climatique, mais qu'on a parlé de choc peut-être, ou trouver une autre terminologie pour montrer que c'est un phénomène qui est évidemment appelé à durer et à s'inscrire largement dans l'histoire. Certains, spécialistes d'ailleurs parlent déjà d'anthropocène, par exemple, pour faire remonter au début de la période industrielle, donc au milieu du 19e siècle, de masse, le début du phénomène de réchauffement, et donc on a pu objectiver le phénomène sur le long terme. Donc est-ce qu'une crise dure 170 ans? Bah, le terme n'est pas tout à fait opératoire. Il y avait une autre remarque de monsieur Boreux. Euh, Non, je suis d'accord avec vous, hein, et j'ai voulu vous montrer à la fois qu'il y a moyen de réfléchir à partir des exemples du passé. Maintenant, il est clair que j'ai forcément simplifié mon propos pour être percutant. Et je suis entièrement d'accord avec vous de dire qu'on pourrait très certainement, et on peut le faire, je pourrais le faire d'ailleurs, montrer que les sociétés n'ont pas toujours et partout réagi de la même manière aux différents événements. Par exemple, on peut quand même, dans certains cas, montrer que même face à la peste sur plusieurs siècles, parce qu'il n'y a pas eu que la peste noire, hein, la peste, elle est revenue, elle existe d'ailleurs encore dans notre société maintenant. À Madagascar, par exemple, il y a encore maintenant des problèmes liés à la peste, et l'Institut Pasteur est présent. Mais donc, il y a eu des améliorations des attitudes, donc il y a eu quand même des politiques qui se sont lentement sédimentées au fil des essais et des erreurs, hein. Mais je peux quand même vous dire que jusqu'au 19e siècle, c'est très rare que l'on ait eu une remise à plat, par exemple, des problèmes et des solutions, et que l'on ait vraiment développé une mémoire institutionnelle, entre guillemets, des solutions. Ce qu'on observe plutôt, c'est que lorsqu'on est confronté à un phénomène, par exemple, on retourne éventuellement de manière un peu empirique, on essaie de retrouver, vaille que vaille et rapidement, une trace, par exemple, dans les archives anciennes pour se souvenir de ce qu'on avait fait. Mais on n'a pas vraiment implémenté de procédure, par exemple, ou de vadémécum sur la bonne manière d'agir. Et donc, il y a un souvenir qui est plus ou moins diffus. Et ça se perpétue quand même largement jusqu'au 19e siècle au moins. Il faut attendre certainement l'émergence progressive de l'État moderne, au début de l'époque moderne, et même l'arrivée des États contemporains pour qu'on ait une forme de semi-professionnalisation quand même de la gestion des crises. Et est-ce que les leçons d'aujourd'hui seront applicables dans une société d'un lointain futur? Bah, là encore, ça a ses limites parce que forcément chaque, défi, je le disais, les historiens, en ont bien conscience, chaque crise se produit dans un moment, spécifique qui est différent, et donc si jamais on est confronté, même dans 30 ans, à une épidémie de nature différente, les conditions organisationnelles, logistiques, sanitaires, économiques, politiques ne seront pas les mêmes. Regardez la France d'aujourd'hui, par exemple. Heu, que serait la réaction simplement, dans quelques mois, du gouvernement, Macron 2 en quelque sorte, par rapport à celui, de la précédente législature? Bah, la composition, par exemple, évidemment, de l'assemblée n'est plus la même, et donc la capacité déjà à agir à des défis identiques, serait très certainement différente en fonction des forces politiques qui sont en présence. Donc forcément, évidemment, l'histoire modifie parfois extrêmement vite la donne à une échelle régionale ou internationale. On peut aussi penser, par exemple, que même l'attitude de la France par rapport à la guerre en Ukraine va être bouleversée par les élections récentes. Donc effectivement, les leçons que l'on peut tirer dans l'immédiat n'ont pas nécessairement toujours un caractère parfaitement applicable parce que le contexte change. Ceci dit, il est quand même toujours utile, je crois, de se livrer, même si c'est un exercice un peu douloureux, à une forme d'analyse, parce que dans le futur, on peut toujours essayer de dégager des attitudes qui ont pu
ou pas fonctionner. Un tout petit exemple, très ponctuel, déjà quand même, certaines villes du Moyen Âge se demandaient, dans des contextes, alimentaires difficiles, si jamais il était mieux de fermer les frontières pour empêcher le grain de s'enfouir parce que les prix étaient élevés, essayer de maintenir ainsi les stocks, ou au contraire, justement d'essayer d'ouvrir au maximum les flux commerciaux pour essayer de pallier, finalement à la pénurie en espérant que les circuits commerciaux, pallient celle-ci. Donc c'est vraiment le débat sur le libre-échange qui revient déjà. Alors malheureusement, elle n'en avait pas, tiré, une attitude systématique et donc elle n'avait pas nécessairement la capacité de construire une politique au long cours, mais je crois quand même que, une espèce de vade-mecum de bonnes pratiques entre guillemets et d'auto-analyse peut toujours être utile, mais il sera évidemment adapté en fonction des circonstances du moment. Voilà, je pense avoir répondu à tout le monde. Merci pour ces questions. Merci à vous, merci à tous les participants, merci également, pour cette présentation. Si vous voulez bien la partager, on pourrait la diffuser en interne également. Voilà, merci beaucoup, merci à toutes Passez et une tous. excellente soirée. Merci pour votre invitation. Bonne Merci à soirée. vous. Au revoir.